Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. Le CES, le Consumer Electronics Show, salon annuel de la tech, bon virtuel cette année encore, nous a livré quelques perles et je dois dire que certaines me paraissent fort intelligentes. Vous nous direz ce que vous en pensez en écoutant la rubrique dédiée de cet épisode, mais nous parlerons avant des échos, des événements de ce qui s'est déroulé au Capitole, ainsi que dans la troisième partie de ce podcast, un petit peu de Samsung qui a présenté son smartphone remarquable de l'année. Vous ne l'avez probablement pas manqué, le Samsung Galaxy S21, on va en parler ensemble. Entre l'année 2021, le Samsung S21 et cet épisode 212, on baigne dans les 1 et les 2, dans les 21, c'est presque poétique. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à l'actu-tech ce que le Capitole est à la démocratie américaine. Préparateur de cet épisode, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Oui, bah écoute, ça va très bien, hein. J'ai pas été trop attaqué, mais du coup je suis pas non plus trop défendu là, à la différence du Capitole en ce moment. Tu es très scruté par contre, au cas où tu serais attaqué, on le saurait vite, je pense, quand même, tu es scruté, tu es surveillé. On a... Non, tu crois pas ? Non. Mais je sais pas trop, je commence à m'inquiéter un petit peu. On va en parler. On a un avis Apple Podcast, Guillaume Dolise, qui nous a écrit de Belgique et qui a mis simplement génial. Avis nuancé mais argumenté et souvent juste sur l'actu tech. Fait avec talent et humour, tu as l'impression agréable de passer un moment avec des potes qui ont des avis géniaux sur des sujets qui le sont tout autant. Un must. Écoute, Olise, ça fait vraiment très très plaisir de lire ce type de commentaires. Vous aussi, si vous n'avez pas déposé votre avis sur les plateformes de podcast, faites-le. Ce sont des moments très très agréables pour nous d'en prendre connaissance et de les relayer dans les épisodes. Vous pouvez aussi rejoindre, vous le savez maintenant, notre page Patreon avec une communauté de plus de 200 soutiens qui bénéficie alors du flux privé du podcast. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y aura des campagnes de pub qui vont se réactiver avant le lancement des épisodes, vous en serez protégé. Ce qui est un argument plutôt intéressant, je pense. Mais il y a aussi le chapitrage des émissions, et je sais que vous êtes plusieurs à apprécier le fait de pouvoir passer d'une rubrique à une autre selon vos envies, et d'écouter parfois même l'épisode dans l'ordre que vous voulez. C'est possible avec le flux privé du podcast sur Patreon. Merci beaucoup à Nourdine et Antoine qui soutiennent Tech Café. Je vous invite aussi au passage à rejoindre notre serveur Discord où vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur la tech, mais pas seulement. Vous pouvez aussi parler de domotique avec l'équipe de Tech Café Domotique. Si vous avez des petites questions à titre personnel, si vous avez des problèmes pour brancher vos Philips Hue ou créer des automatisations, ils seront là aussi pour vous accompagner. On parle aussi de plein de choses, de science, d'actualité, plein de choses abordées. Plein de choses abordées aussi dans Instagram avec le compte Tech Café Podcast qui est animé par Mathieu. Aujourd'hui, il y avait une info autour du traitement par les algorithmes d'intelligence artificielle de reconnaissance faciale des populations ouïghours en Chine. Ça vaut le coup d'œil. Sans autre forme de procès, on va donc parler, comme je l'ai dit en intro et comme tu l'as préparé, Guillaume, dans cette émission, d'une première rubrique alors autour des mouvements de société aux États-Unis, parce qu'il y a un acteur sur lequel on va un petit peu revenir, c'est Parler, j'ai décidé de le prononcer comme ça maintenant à l'américaine, Parler, qui est cette plateforme d'échange où absolument rien n'est censuré, qui, du coup, alors c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé parce que il a été mis hors ligne, mais il y a plein de choses à en dire autour des événements qui ont eu lieu au Capitole, Guillaume, sur Parler. Ouais, c'est vrai qu'après la première phase de sidération, un petit peu de confusion, petit à petit, on a de plus en plus d'infos sur l'attaque du Capitole. Alors c'est vrai qu'on a longuement parlé la dernière fois déjà, ça reste dans l'actualité, d'autant plus que pas plus tard que demain se passera l'investiture de Joe Biden. Donc le mercredi 20, c'est un événement à haut risque. Et bon, c'est vrai que d'après The Atlantic, qui a réuni de nombreux témoignages de journalistes, de policiers, de personnes présentes, ça a été en fait très violent, très traumatisant. Et ça aurait pu être encore bien pire. En fait, on apprend que grosso modo, il y avait 3 types de manifestants. Donc il y avait les plus pépères, qui étaient juste là pour manifester. Il y a ceux qui ont suivi le mouvement, qui se sont un peu, qui ont suivi les excités, quand ça a commencé à chauffer. Et après, il y a ceux qui ont élaboré l'attaque et qui sont venus spécifiquement pour tuer. Et cela avait une coordination militaire. Ils avaient des plans du lieu, certains étaient armés. Alors, les flics ont passé la journée à saisir des armes en ville, puisque c'est interdit à Washington. Mais bon, il en restait forcément. Et bon, si les policiers ont réagi de manière qui a pu paraître faible, ils ont dit que en fait, c'est parce qu'ils étaient terrifiés de tirer en premier.
Il y en a l'un d'eux qui explique qu'il savait très bien que s'il le faisait, il commencerait une fusillade et qu'ils allaient perdre. Il se ferait déborder par la foule et la fusillade serait un massacre. Donc, en plus, il est clair que désormais, certains émeutiers avaient l'intention de kidnapper et d'exécuter Mike Pence et Nancy Pelosi. Donc, on a retrouvé sur eux des colliers de serrage, tu vois, les trucs en plastique, là. Et c'est pour faire on peut très bien l'utiliser pour faire des liens, bien entendu. C'est un truc qui est plus utile. Pour ranger les câbles derrière nos consoles, effectivement. Oui, on peut s'en servir pour ça, effectivement. Et on peut aussi s'en servir pour lier des gens. Et c'est vrai que c'est un truc qui est plus utile pour un kidnapping que pour une manif, quand même. Hein. Donc, d'après les services secrets, le président a été mis à l'abri de le vice-président, pardon, a été mis à l'abri de justesse, et ça s'est joué à la minute. Et on en sait plus aussi grâce à Parler, c'est vrai. Donc, la Parler est toujours down, au moment où je parle, même si on sait qu'il est passé chez l'hébergeur Epic, avec ses petits amis Gab et Chan. Pour le moment, il affiche simplement une bannière, un message, c'est tout. Donc on sera bientôt de retour, quoi, en gros. Voilà, en gros, on sera bientôt de retour. D'ailleurs, ils sont passés chez l'équivalent russe de Cloudflare, apparemment aussi, donc voilà, ils commencent leur migration, enfin... Je sais pas où est-ce qu'ils en sont exactement. Donc il est possible qu'ils reviennent à la vie à un moment, et franchement, si c'est le cas, il va falloir qu'ils changent de codeur web, parce que l'ancien site, c'était pas ça. Vraiment. Oui, a priori, il y a eu des lumières mises sur les faibles éléments de sécurité de Parler. Déjà, son API public ne requérait pas d'authentification, même les posts virés par les utilisateurs étaient toujours stockés, et surtout, tous les posts sont accessibles via un numéro qui est simplement incrémenté de 1 à chaque fois. Donc en gros, tous les posts sont numérotés dans l'ordre, et c'est ça leur URL. Donc tu imagines que c'est beaucoup trop tentant d'aspirer tout ça. Et c'est ce qu'a fait une hackeuse du nom de Donkenby, qui, avec un iPad, tout simplement, a aspiré exactement tout ça juste avant qu'il ne soit mis offline. Alors évidemment, il n'y avait pas non plus de mesures qui détectaient les mouvements automatisés de robots qui peuvent te déconnecter. C'est ça, exactement. Je veux dire, la même IP se reconnecte 27 millions de fois, c'est pas grave. Ça ne pose aucun problème. Et bon, bien sûr, ça représente un énorme volume de données, surtout vu le prix de la mémoire sur un iPad, t'imagines. Donc elle a reçu le soutien de l'archive. Elle a reçu le soutien de l'Archive Team pour transférer pas moins de 56 téraoctets, qui contient à peu près 99% de tout Parler. Bon, avoue qu'un iPad avec 56 téraoctets de disque, c'est cher. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce serait beaucoup trop cher. Déjà qu'à 64 gigas, ils sont chers. Bon, en tout cas, il figure là-dedans 412 millions de fichiers, dont 150 millions de photos, 1 million de vidéos, donc des informations qui vont hanter évidemment les putschistes pendant longtemps. Et ça commence tout de suite avec une carte interactive et qui est signée patriotique avec un 10 au milieu à la place du I et du O. Donc la capitale, en fait, c'est sur Google Maps. Et il y a une nuée de vidéos géolocalisées qui ont été uploadées sur Parler pendant l'attaque. Vous pouvez aller voir, ça fait une chouette visite guidée du Capitole. Vous avez pas vu ça souvent. Et un autre truc à visiter d'ailleurs, c'est le subreddit ParlerWatch, qui sort des infos, lance des appels à témoins, mais aussi des articles de fond en fait, connexes au sujet. On y apprend d'ailleurs, au détour d'un post, que la femme qui aurait volé le portable de Pelosi voulait l'envoyer à un ami en Russie, qui l'aurait vendu au SVR. Enfin, en tout cas, c'est l'accusation que le FBI est en train d'étudier. D'ailleurs, l'intéressé vient de se faire choper, aux dernières nouvelles. Et bon, si vous voulez vous faire peur, allez donc voir la vidéo de Luke Mogelson. Elle dure 11 minutes, et elle montre l'attaque de l'intérieur. C'est assez glaçant. Il a aussi d'ailleurs écrit un très long article dans le New Yorker. Il y a aussi d'ailleurs le projet ProPublica. C'est des dizaines de vidéos non filtrées par ordre chronologique. Et bon, au-delà, évidemment, Parler est devenu aussi une source privilégiée d'infos pour le FBI sur la préparation de l'attaque et son déroulement. Tout ça via les coordonnées GPS, parce que, évidemment, je sais pas, chez Parler, personne n'a pensé à virer les métadonnées des photos qui sont uploadées. Donc encore une bourde et qui va s'avérer bien utile. Au passage d'ailleurs, Parler, ils ont déjà fait l'objet d'avertissements et c'est notamment Amazon qui avait pris la parole d'ailleurs. Ouais, Parler concentre énormément les critiques et c'est pas volé. Lui qui attaque Amazon pour s'être fait virer soudainement, entre guillemets, d'AWS, il a absolument aucune chance, puisqu'Amazon est en train de monter son dossier. En réponse, il exhibe des mails qui datent de novembre et qui exhortent le réseau à se modérer convenablement et à éviter que les images racistes sur Obama, par exemple, ne circulent, pas plus que les réponses comme tuez-les tous qui les accompagnent. Donc il y a eu quand même une centaine de signalements comme ça qui ont été faits par Amazon à Parler, qui, par ailleurs, avait quand même un backlog de 26 000 signalements non traités au moment de son décès. Cela dit, bon, Parler est loin d'être le seul en cause. Tout le monde le pointe du doigt. Pourtant, selon Angelo Carusone, sans Parler, l'attaque du Capitole aurait sans doute eu lieu quand même. Par contre, elle n'aura sans doute pas eu lieu sans Facebook. Bon, pourquoi ? Sur Facebook, il y a quand même 128 000 personnes qui ont utilisé le hashtag StopTheSteal,
une bonne vingtaine d'organisations républicaines, ils ont organisé des voyages en bus. Il y avait plus de 70 groupes privés avec le même hashtag, et même après l'attaque, l'algo a continué de recommander des événements de ces groupes pendant plusieurs jours. Et l'algo pub de Facebook a même placé des annonces pour du matos militaire en face des contenus de ces groupes. Effectivement, d'un point de vue strictement pragmatique, c'est plutôt bien vu. Mais bon, en tout cas, depuis 2 mois, 40% des posts les plus vus venaient de personnalités de droite, et 15% venaient de Trump lui-même. Bon, tu parles de bien anti-conservateur, quoi. Bon, Twitter, lui, n'a que 22% de part du marché, mais ça a quand même été le mégaphone officiel de Trump pendant 4 ans, et même avant. D'ailleurs, depuis qu'il a été viré, Trump, c'est les vacances. Mais genre les vacances dans la Creuse, tu vois. C'est entre les 9 et 15 janvier, l'intox sur les élections a chuté de 73% et ça fait du bien. Voilà, on est tranquille au calme, comme dans la Creuse, et finalement ça fait du bien aussi d'être tranquille au calme, tant mieux. Vive la Creuse. Bon. Oui, c'est vrai. Même si la météo est pas forcément la plus idyllique, mais bon. Oui, tu sais, moi je relativise maintenant. Enfin, de quoi J'y pensais même pas, effectivement. Enfin bon, pour résumer, si en termes de concentration, c'est Parler qui gagne. En termes de quantité pure, c'est Facebook, qui, on le rappelle, est utilisé quand même par plus des 2 tiers des Américains. Et ils en sont au passage, d'ailleurs, conscients. excuse-moi, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais tu sais que c'est souvent qu'on entend, alors notamment en France, beaucoup de personnes qui disent Facebook c'est has-been, les jeunes vont plus dessus. Tout. Je pense que quand on affirme ce genre de choses, on s'en rend toujours pas compte de la puissance de Facebook pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment, et on souligne bien évidemment le pire là, mais la puissance de frappe en termes de réseau qu'est Facebook est ahurissante. Il y a pas d'équivalent. Oui, effectivement, TikTok, ça buzz beaucoup auprès des jeunes, Snapchat est l'outil de messagerie auprès des jeunes, mais si vous voulez coordonner des masses de population de manière très conséquente, Facebook reste incontournable aujourd'hui et à mon avis n'est pas prêt d'être détrôné. C'est ça qui est déroutant d'ailleurs. Mais complètement, tu touches énormément plus de gens. Ils en sont parfaitement conscients d'ailleurs, puisqu'après avoir suspendu Trump indéfiniment, donc ça veut dire littéralement. CDI d'absence, quoi. Littéralement, ça veut dire on ne sait pas combien de temps. Donc ça veut pas dire qu'il est pour toujours, ça veut dire on ne sait pas combien de temps. En tout cas, après ça, Facebook a dit à ses employés d'éviter toute marque corporate. Donc pas de logo, pas de merchandising de la compagnie, parce qu'ils ont peur que les employés soient identifiés et pris pour cible par des conservateurs énervés. C'est quand même révélateur, tu vois. Et le New York Times, d'ailleurs, vient de publier un très long article, très bien illustré, très bien fait, en fait, vraiment très bien foutu, sur la radicalisation de certains utilisateurs lambda, des mecs qui postaient des selfies, des trucs banals, et puis, quasiment du jour au lendemain, ils se sont mis à promouvoir la politique fiction de Trump, et au plus c'était nawak, au plus il y avait du trafic. Ils ont continué, ils ont été, encouragés. Et il montre ça, c'est assez intéressant. Alors Facebook prend des mesures, mais il y a plus de pub pour les armes pour le moment, il y a plus d'events sur DC jusqu'à demain non plus. Bon, est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas. Il y a quand même des analystes sur Facebook, de Facebook, des analystes internes, qui avaient remarqué la prolifération de contenus violents avant le 6 avril, et elle a bondi de 10 fois le jour même, et un employé, qui tient à rester anonyme, qui dit que les événements du Capitole ont galvanisé les troupes, que les flyers pour retourner à Washington le 20 sont monnaie courante, comme les appels aux armes ou les insignes paramilitaires, quoi. Donc c'est des signaux, tout ça, si tu veux, que Facebook traque un petit peu partout. Mais bon, cette fois, évidemment, l'effet de surprise est grillé. Washington DC est une forteresse, l'armée est partout, donc l'événement sera probablement sécurisé comme jamais. D'ailleurs, c'est quand même fou, les civils sont invités à suivre l'investiture à la maison. C'est quand même vraiment très triste. C'est saut 2020. C'est terrible, ouais. Bon, entre le Covid et c'est vraiment une tristesse terrible. En fait, en tout cas, on peut qu'espérer que tout se passe bien. Même si c'est le cas, évidemment, c'est en rien la fin de l'histoire. De toute façon, vous avez qu'à regarder les vidéos des insurgés. La colère est immense, elle est très violente. Les appels à attaquer les bâtiments publics sur tout le territoire, et même à la guerre, se cachent plus. Donc écoute, franchement, bon courage, Joe. J'ai la naïveté de penser, moi, à ce sujet, Guillaume, et je me base non pas sur ma connaissance exacerbée des États-Unis qui est au fond extrêmement faible, mais sur plusieurs observateurs. Tu sais que j'ai souvent parlé de Washington DC, le podcast qui coordonne des journalistes francophones aux États-Unis et qui ont suivi depuis de nombreux mois l'élection présidentielle américaine et les événements qui gravitent autour. Et en fait, ça fait très longtemps qu'ils avaient identifié, je pense, ils imaginaient pas dans quelle proportion, mais ils avaient très très bien identifié en amont le fait que ce serait un foutoir sans nom, très clairement. Et ils l'avaient très très bien identifié, et après tout était histoire de proportion, et ça a sans doute dépassé largement les prévisions plutôt que les espérances qui avaient été formulées.
Cela dit, si je m'en tiens là aussi à leurs analyses, ils soulignent à chaque fois à quel point le peuple américain est capable de ce genre de choses, de ce genre de dérives, mais à quel point après, dans une situation normale, les choses peuvent vite retomber et en revenant à une normale. Alors moi, je m'accroche, si tu veux, à cette description qui avait été faite de nombreux mois en amont, et j'ose pas imaginer que ça puisse perdurer trop longtemps. J'ai la naïveté de penser que l'élection de Biden, au-delà, je suis pas démocrate particulièrement, hein, certains vont nous dire qu'on est des sales gauchos dans le podcast, mais au-delà d'être démocrate, ce qui n'est pas du tout le cas, je pense vraiment que Joe Biden est beaucoup moins source pour attirer et attiser des haines et des confrontations et des polarisations dans la société américaine. Et donc, j'ai la naïveté de penser que ça puisse se calmer après cette investiture. Écoute, mais peut-être que on va reprendre mes propos en disant que je m'étais bien gouré, va savoir. Bah, le truc, si tu veux, c'est qu'on espère évidemment que l'investiture se passera bien et bon, il y a a priori, voilà. C'est juste, là, c'est vraiment juste avant. On est mardi soir, donc ils font tout pour. Avant. Oui, au moment où vous nous écoutez, normalement, voilà. Vous savez à peu près comment ça se passe. Donc, écoutez, moi, on espère évidemment que ça se passe bien. Après, les prochains mois, enfin les prochaines semaines au moins, vont être quand même assez agités parce qu'avec l'impeachment numéro 2 de Trump, il va encore y avoir énormément de polarisation. Je pense que ça va être assez compliqué, au moins au début. On verra ce que ça donne plus tard. Évidemment, on espère le mieux, quoi. Jack Dorsey s'est exprimé aussi, Guillaume, sur Twitter, au sujet du bannissement de Trump sur Twitter en particulier. Oui, bah en gros, il a défendu son. Moi, ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'en gros, il a défendu il a défendu sa décision tout en reconnaissant qu'ils n'avaient pas fait assez, ce qui est pas très difficile. Uh-huh. Bon, au-delà de ça, il a quand même affirmé que surtout le Bitcoin c'était vraiment super bien et que ça allait être le futur. Et je n'ai pas très bien compris ce que ça foutait au milieu, mais bon, c'était... Probablement que ses participations dans Square et les actions qui ont été menées vis-à-vis du Bitcoin sont pas complètement étrangères. C'est vrai que c'est à la fois très curieux comme prise de position, parce que ça laisserait imaginer qu'une espèce de décentralisation de la modération, c'est ce que certains pourraient interpréter, qu'une décentralisation de la modération pourrait être la solution, ce en quoi je pense beaucoup d'observateurs avisés ne sont pas du tout d'accord, mais en plus il a des participations financières sur les sujets qu'il aborde. Ça s'appelle Reddit, globalement. Oui, et effectivement. Voilà, donc on sait ce que ça donne, c'est pas un souci. On l'a déjà relayé ici, à quel point ces situations n'avaient pas, pour l'instant en tout cas, pas prouvé leur efficacité. Snapchat qui a suspendu aussi de manière indéfinie, à durée indéterminée le compte de Trump. Est-ce qu'on avait d'autres choses que tu voulais relayer sur ces événements, Guillaume ? On a assez parlé là encore une fois. On va justement pour balancer, et j'aime l'équilibre éditorial que tu as trouvé pour cet épisode, parce qu'on a parlé de sujets sérieux, et vous le savez, de plus en plus systématiquement dans Tech Café, on parle de tech, mais des enjeux de société qui sont liés à la tech. Je pense aussi que c'est ce qui vous intéresse dans le podcast, et ça fait évidemment très très plaisir de partager ces idées-là. Mais on en revient aussi à nos essentiels. Alors tu sais qu'on m'a contacté, Guillaume, de la part de personnes qui nous soutiennent sur Patreon, qui sont très investis dans les relais éditoriaux autour de ce qui se passe dans le CES. On pourra se coordonner avec eux puisqu'ils ont des vues un peu privilégiées sur les annonces qui sont faites dans le cadre du CES. Mais encore une fois pour cette édition, on va terminer une revue sur la base de ta veille que tu as pu faire avec, alors je le disais en intro, des choses un peu curieuse. Alors dans tous ces salons, il y a des choses qui font un petit peu se gratter la tête et on se demande est-ce bien sérieux en fait de présenter ce genre de choses. Mais il y a des choses que j'ai trouvées très très intelligentes, notamment dans le domaine de la santé. On va en parler après. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans les annonces que tu as vu passer ces derniers jours dans le cadre du CES, Guillaume ? Oui, un petit rap de CES puisque ça s'est terminé le 14 janvier dernier. Donc il y a eu des trucs en plus par rapport à la semaine dernière, des trucs intéressants, improbables ou douloureusement tendance, comme le concept Razer de masque. Donc le projet Hazel. Ce sont des masques actifs, donc on dirait des masques anti-pollution classiques en plastique. Ils sont transparents néanmoins, puis il y a 2 filtres de chaque côté, à droite à gauche. Ce sera aussi efficace que N95 ou FFP2, d'après le fabricant. Donc il y a un système de circulation d'air et un haut-parleur aussi pour amplifier la voix. Donc bien sûr il y a des LED couleurs parce que c'est Razer évidemment. Donc Hazel n'a pas encore pris de prix ni de date de sortie, mais j'avoue que même moi, je serais capable d'en mettre un, parce que le simple fait de plus avoir de buée sur mes lunettes, ça me séduit quand même pas mal, faut bien avouer.
Mais quel enfer qu'on n'ait pas trouvé en 2020 la solution quand même à la buée sur les lunettes avec les masques. Il y a eu plein de choses de proposer, mais rien de très convaincant. En tout cas, l'avantage de ce masque, c'est que tu peux aussi bien t'en servir d'ailleurs de cosplay et aller reproduire un peu ce que devait vivre Dark Vador. Finalement, j'imagine que Dark Vador avait ce type de masque intégré Bon, à son casque en permanence. Il y aura sans doute des modes Dark Vador où tu entends le souffle comme ça derrière. Ça, c'est formidable. Donc voilà, donc ça fait rêver, Bon, il y avait aussi le Project Brooklyn, hein, le siège gaming avec une table rétractable et un écran OLED courbe à 180 degrés, quoi, là, qui est tout aussi rétractable à l'arrière du fauteuil. Mais bon, étant donné la disponibilité des prix et des écrans, ça va rester un concept pendant très très longtemps. Bon, ça fait rêver. Je comprends pas bien ce délire autour des sièges et des environnements comme ça gamer. Mais c'est très clairement parce que je suis pas assez gamer. Mais j'y vois une forme de caricature de la technologie et du jeu vidéo. Mais bon, c'est mon regard un peu éloigné des jeux vidéo. Ça fait un peu rêver. Ne boudons pas notre plaisir. Au CES, on est habitué. On sait très bien que pas la moitié de ce qu'on voit sera effectivement disponible dans l'année, ou même jamais. D'ailleurs, le site The Verge s'est amusé à revoir sa sélection de l'an dernier pour voir où ils en étaient. C'est révélateur. Oui. Alors, vous vous souvenez peut-être du PC Switch, alors le PC concept UFO d'Alienware. Donc, c'était une mini tablette PC, orientée gaming avec des manettes détachables. Et c'est resté un concept, tout simplement. Voilà, cela n'existe pas. Comme le Razer Tomahawk, d'ailleurs, le PC modulaire, ou le Segway S-Pod, qui était au fauteuil roulant pour personnes valides. Ou bien le Bolly, le robot balle de Samsung, le Rollbot aussi d'ailleurs, dans les robots, ou encore les néons. Tu te souviens de ces humains artificiels ? Rappelle-toi. Non, pas du tout. Ça me revient pas du tout. Attends, je cherche dans l'article, je retrouve pas justement. C'était les néons, c'était les humains en images de synthèse artificielle, les espèces d'avatars. On n'a jamais su exactement ce que c'était. C'est devenu une API tout aussi floue d'ailleurs pour entreprises sur lesquelles on n'a aucune info. Bon, après, il y a quand même des trucs qui existouillent, comme la Sony Concept Car, la TV enroulable LG, qui existe. Des trucs qui peuvent être achetés par quelques personnes dans le monde, mais clairement pas répandus. Par Jeff Bezos probablement, comme les écrans 8K qui peuvent être achetés par Jeff Bezos, qui sont, c'est trop cher pour le grand public. Après, il y a les trucs en retard aussi, comme les cartes graphiques Intel ou le SUV électrique Fisker, le truc à moitié solaire. Et puis il y a des déceptions, comme la TV Zero, c'est la TV qui peut se regarder en mode portrait, et qui est en fait le seul point fort de cette télé, qui est plutôt une mauvaise télé en gros. Il y avait aussi la Withings Funwatch. Quand tu parles de point fort, c'est pas très très convacant comme point fort au passage. C'est un point fort relatif, ça dépend des gens. Pour moi, c'est pas tellement point fort, mais effectivement, c'est un truc original, quoi. Il y avait la Scanwatch, il y avait Kibi aussi. Kibi, à peine commencé et déjà fini. Kibi, dont le catalogue vient d'être acquis par Roku pour l'équivalent d'un sandwich grec sauce samouraï, à peu près, puisque, plus sérieusement, précisément, c'est 100 millions de dollars. C'est quand même une aubaine pour Roku, puisque Kibi a quand même englouti 1,8 milliard de dollars dans cette histoire. Et le CES, c'est aussi du rêve, quoi, tu vois, mais bon, le tout est de le savoir. Quibi qui a été cité dans le documentaire dont j'ai bouffé le nom, mais tu sais, par les producteurs, par les réalisateurs de Black Mirror qui ont fait une espèce de rétrospective caricaturale de 2020. Pour la petite anecdote, on m'avait beaucoup conseillé de regarder ça sur Netflix, et écoute, j'en ai regardé la moitié, ça m'a fait sourire, mais pas forcément beaucoup rire non plus. Et je savais pas si tu avais vu cette réalisation. Non, ce que t'en avais pensé. Faudra que j'essaye, c'est vrai, mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de me replonger dans 2020 ? Déjà, c'est ce que je me suis dit en le lançant, et je me suis dit, après tout, si c'est drôle, pourquoi pas, et ça me faisait que semi-rire. Donc bon, écoute, c'est pas grave. On va prendre le pouls du PC, Guillaume, parce que, alors bon, on en parle, des Mac, évidemment, surtout quand il y a des M1 qui arrivent, qui font un peu réfléchir, ou baver, selon votre préférence. Comment se porte le PC, globalement, Guillaume ? Mais le PC va bien, merci de me le demander. Enfin, les rumeurs sur son décès sont très largement exagérées, puisque les experts de Canalys, IDC ou Gartner sont à peu près d'accord sur du 11 à 13% de croissance par rapport à l'an dernier. Bon, ok, évidemment, le télétravail est la cause majeure de ce rebond, après presque 10 ans de baisse, quand même, mais ça illustre bien ce qui est évident déjà pour beaucoup de monde, c'est-à-dire que quand on doit travailler, y a rien de mieux comme bon vieux PC, le portable, la tablette, c'est bien, mais pour bosser, il faut un clavier, une souris, l'interface qui va bien avec, et voilà. Bon, pas seulement pour bosser d'ailleurs, puisque le boom du jeu vidéo de 2020 a aussi bénéficié au PC, d'après Valve. Donc les stats Steam sont clairs, 21% de jeux achetés en plus, 50% de sup sur les jeux PC cette année pour 120 millions de comptes de Steam. Et il y a même mieux, et la VR aussi, aurait bénéficié de la pandémie, alors la VR sur PC en l'occurrence, ce serait 1,7 million de nouveaux utilisateurs de Steam VR, 104 millions de sessions de jeu, 71% de revenus en plus.
dont 39% rien que pour Alix d'ailleurs. Bon, évidemment, on part de bas, c'est vrai, mais tout de même. Les pourcentages des chiffres bas sont toujours un peu à prendre avec des pincettes, mais quand même, ça montre qu'il y a une dynamique et qu'on n'est pas en train de voir mourir la VR ou de la voir stagner, ce qui est plutôt cool effectivement. J'ai remis mon Oculus parce que j'ai eu un petit peu le temps de m'y pencher, Guillaume, l'Oculus Quest. C'est quand même très sympa hein, l'outil, et surtout maintenant tu as les interactions avec les mains natives. Donc si t'as pas tes manettes, tu peux interagir quand même avec l'interface. Alors c'est pas aussi agréable, c'est pas aussi waouh que les Oculus Touch que pour à chaque fois que j'en parle, je dis à quel point je trouve que c'est tellement important dans l'expérience Oculus. Les touch, ils sont très 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 appréciables. Mais avec les mains, ça marche bien aussi, c'est sympa. Un petit mot sur les processeurs, parce qu'évidemment, on scrute plus que jamais la situation d'Intel, Guillaume. Ouais, le PC va bien, Intel c'est moins sûr, hein, puisque il est un petit peu à la traîne en ce moment, il se décide à faire appel à TSMC pour fabriquer ses puces. Alors, on parle d'agilité, c'est aussi un aveu d'échec, hein, clairement, puisque Intel était leader, c'était la référence, hein, et donc devoir faire appel à un concurrent, ça doit lui être aussi facile que de manger ses pantoufles avec de la sauce barbecue, quoi. Franchement, bon. TSMC fabriquait... Je sais que c'est difficile. Ah t'as essayé. Bon. TSMC fabriquait déjà les GPU XE1 pour les serveurs de calcul. Maintenant, on apprend aussi que ce serait le cas pour les DG2, c'est-à-dire les futures cartes graphiques grand public. Donc voilà, qui seraient en face des AMD et des GeForce. Mais il y a pire, hein, selon TrendForce, après Alder Lake, TSMC assurait la production des CPU Core i3 en 5 nanomètres fin 2021, et même des cores milieu de gamme en 3 nanomètres en 2022. Donc des cores milieu de gamme. Non mais là, c'est manger ses pantoufles sans sauce, carrément, je veux dire. Parce que, c'est encore plus mauvais. Parce que Core, c'est sans aucun jeu de mots, hein, Core, c'est le cœur de métier d'Intel. C'est le CPU, c'est leur ADN. Hein. Si TSMC fabrique ses GPU et ses Core i7, Intel, il va fabriquer quoi? On peut se poser la question, hein, sérieusement, hein, du sort carrément des usines d'Intel. Si en 2022, le gros des CPU Intel est fait à Taïwan, Intel va-t-il seulement continuer à développer des chaînes de fabrication? Est-ce qu'il espère vraiment revenir dans la course un jour? Ou est-ce qu'il va devenir comme AMD, dans le concepteur fabless? Est-ce que c'est même une question qui est... est-ce que c'est seulement concevable d'un point de vue de la souveraineté technologique des États-Unis? Eh bien tout ça, vous le saurez en écoutant Tech Café, parce que les CPU, c'est mon dada. Tu m'étonnes. Mais en fait, Intel pourrait très très bien, alors évidemment pas disparaître, pas du jour au lendemain, ça pourrait pas se faire aussi spontanément, mais ne clairement plus être leader, ça pourrait se faire à partir de quand, selon toi? Est-ce qu'on pourrait essayer de se projeter en se disant Intel pourrait tout de suite? Non, mais je veux dire, au niveau des performances, ils sont déjà plus leaders vraiment. Hein. Donc au niveau des performances, et en part de marché non plus, on l'a déjà dit. Si, en part de marché, ils sont leaders. Pour le moment. Part de marché PC. En fait, ils sont leaders sur si tu veux, sur sur la totalité des puces compatibles Intel Series X86, quoi, hein, donc les puces de PC, de serveurs, etc. C'est eux qui mènent encore de la tête et des épaules. Cela dit, évidemment, AMD leur taille des croupières depuis quelques années déjà. Apple rentre sur le marché du PC. Pour l'instant, la puissance max, AMD non seulement est compétitif, mais souvent il bat Intel. Et au niveau performance par watt, c'est Apple qui remporte le truc, le pompon. Donc si tu veux, Intel est dans une position qui est très délicate en ce moment. Pour l'instant, ils restent en volume très nettement les premiers. Donc si tu dis, est-ce qu'ils sont plus leaders? Ça dépend. Technologiquement, est-ce qu'ils sont leaders? Je dirais que non. Au niveau du marché, pour l'instant, ils sont encore leaders. Pour combien de temps? Ça dépend. À ce train-là, c'est compliqué parce que Intel peut aussi revenir dans la course, faiblesse, comme AMD, tu vois. Je sais pas, pour l'instant, c'est difficile à dire. On le suivra. Comme tu l'as dit, il faudra écouter les prochains épisodes de Tech Café parce que clairement, on vous tiendra au courant. Bon, les cartes graphiques sont pas forcément les produits les plus facilement accessibles sur le marché depuis 2020 hein, et ça continue évidemment début 2021. Tu nous fais un petit point sur justement les cartes graphiques, Guillaume? Ouais, c'est une autre news PC un petit peu. Donc Nvidia a annoncé ses RTX 3000 pour portable. Donc comme d'hab, hein, c'est des versions qui sont un petit peu castrées, histoire de pas prendre feu quand tu lances Red Dead Redemption, quoi. Bon, là en l'occurrence, c'est 30% de cœur CUDA en moins pour une 3080, 13% pour une 3070 et 6% pour une 3060. Donc la 3080, c'est celle qui prend le plus cher, hein, clairement, avec un bus de 256 bits contre 320, de la GDDR6 au lieu de la GDDR6X. Mais bon, voilà, au menu, on a quand même la resizable bar qui permet au CPU d'accéder à la mémoire en une fois, en deux blocs, au lieu de faire par petits bouts de 256 mégas. Donc c'est un truc qui peut booster les perfs.
mais qui sera pas dispo tout de suite et qui sera d'ailleurs réservé au RTX 3000, hein, désolé pour ceux qui ont une 2000 ou moins comme moi. Donc pas moins de 70 modèles de PC quand même sont prévus pour intégrer des RTX 3000 portables, de toutes les marques habituelles, hein, de toute façon. Alors, sur l'Nvidia, une 3060 serait meilleure qu'une 2080, super. Bon, effectivement, comme tu dis, c'est si tu peux en trouver, parce que bon, hier encore, le DigiTimes titrait sur la pénurie globale de composants qui frappe tous les secteurs, hein, et pénurie de substrats ABF aussi. Donc, ABF, c'est les films en résine à travers lesquels on fait des circuits qui font le pont entre la puce et la carte mère. C'est-à-dire que la puce, elle a des interconnexions ultra toutes petites. La carte mère, elle a des incarnations macroscopiques. Il faut bien faire le pont entre les deux, donc c'est ce genre de truc. Bon, effectivement, il y a une pénurie depuis plusieurs mois, en fait, maintenant. Et donc, c'est encore cité comme étant une des causes majeures. Bon, TSMC, on a dit que devient peu à peu le fondeur du monde entier, quoi. Voilà, il n'y a plus que lui, et donc il est submergé par la demande, donc il doit faire des choix. Bon, en l'occurrence, Nvidia est produit chez Samsung, hein, mais bon, c'est vrai que pour les autres, ça peut poser des soucis. Et puis il y a aussi les problèmes de logistique. Il faut voir aussi que le coût du fret aérien et maritime a doublé vers l'Asie. Donc on se rabat sur les transports terrestres, hein, et donc le prix explose aussi là, pareil, sur les routes ou par train. Parce qu'en gros, on importe une quantité astronomique de matériel, donc du matériel sanitaire principalement, en plus du reste. Du coup, on importe beaucoup plus de Chine que ce qu'on exporte, et les avions reviennent à vide. Et donc, c'est 2 fois plus cher, les files d'attente s'allongent, etc. Et tout ça, c'est pendant que la demande d'un ordinateur, console, composant explose. Parce qu'en 2020, le télétravail a fait qu'il y ait beaucoup plus de PC. Le jeu vidéo, tout le monde en veut, tout le monde en fait, donc forcément, la demande ne faiblit pas, alors que la production, elle, globalement, elle reste la même. Hein. Donc tout le monde tire la longue, le secteur automobile, les routeurs, les consoles, les Xbox, les PlayStation 5, on les voit, hein, sont réapprovisionnés au compte-gouttes, tout comme les GPU PC d'ailleurs. Donc en gros, les plus gros clients, c'est ceux qui ont les moyens, hein, ceux qui ont les moyens de payer, donc le HPC, voilà, les gros serveurs, les serveurs de calcul, tout ça. Puis les autres sont moins prioritaires. Donc les consoles, en particulier, dont les prix est ultra ajustés, elles vont rester en pénurie pendant encore des mois, voilà, de longs mois, peut-être même jusqu'en 2022. Donc, ce qui va encore faire de longues heures et de longs jours de bonheur pour ceux qui achètent ces consoles pour les revendre à prix d'or sur le marché gris, bien évidemment. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Bon, enfin, on peut revenir au CES en touchant un dernier mot sur AMD. AMD, qui se félicite des performances de RDNA 2, ça fait pas de mal, hein, qui promet d'ailleurs un gap équivalent avec RDNA 3. Donc ça utilisera un nouveau process, donc probablement du 5 nanomètres. Alors, il table encore sur 50% de performance en plus pour 2022. Et tout comme pour les Zen 4, donc le nombre maximum de cœurs à chaque itération va augmenter. Hein. Alors, les derniers sortis, par exemple, ils montent jusqu'à 64 cœurs pour les pros. Et c'est plutôt 16 en mainstream et 8 pour les portables. Et il est pas impossible qu'en 2022, on passe à 96 cœurs max, 32 cœurs pour le mainstream, et du 12 à 16 cœurs dans les portables. Donc c'est une véritable orgie de cœurs. Il y a une montée en puissance monstrueuse comme ça. Et parce que globalement, la concurrence d'Apple se fait sentir de manière diffuse un petit peu ces derniers temps. Diffuse plus ou moins d'ailleurs, mais bon. Parce qu'Intel est au pied du mur, puisque voilà, il recourt au même fabricant finalement qu'Apple. AMD, lui, il poursuit une course qui est très agressive à la puissance depuis des années. Hein. Et on apprend que Qualcomm aussi travaillait sur un prototype qui s'appelle de manière très poétique le SC8280, qui va mettre en face du M1. Poétique. Et il y a du boulot d'ailleurs, puisque pour l'instant le 8CX il pue. Pour le moment, le SC8280 intégrera un modem 5G et il pourrait gérer 32 mégaoctets de RAM. Il permettrait des laptops ultra fins et c'est clairement une réponse au M1. Et en plus, il semblerait aussi que Samsung commence à réfléchir à mettre des PC sous Exynos. Donc il se murmure qu'il pourrait y avoir donc les puces mobiles de Samsung dans des PC aussi ultra fins. Voilà, on verra, mais ce qui est sûr, c'est que après des années de domination très monotone finalement d'Intel, ça bouge énormément. Et les mouvements qui ont été impulsés par Apple accentuent encore ce mouvement dans toute l'industrie. Ok, un dernier mot peut-être sur les cartes graphiques ou sur les ordinateurs, sur les PC. Sur les PC, il y a eu des laptops. Alors tu sais qu'il y a toujours des PC de rêve. Alors oui, des PC rigolos. Ou de rêve ou de curiosité pour Exactement.
Alors chez Asus, on continue d'afficher des modèles double écran, ces fameux ZenBook Pro Duo, donc c'est désormais l'écran s'incline un petit peu, donc ça les rend plus agréables à utiliser, le clavier se surélève aussi, et accessoirement ça aère un petit peu mieux le processeur, donc c'est assez sympa, il y a plusieurs modèles. Hein. Donc le haut de gamme fera rêver avec son écran 15 pouces OLED 4K, 1 Teraoctet de SSD, 32 Go de RAM pour une bagatelle, 3200 €. Bon. Alors on trouve aussi du OLED chez les ZenBook 13 avec un prix qui démarre à 1000 €, qui est déjà quand même plus abordable pour une machine en Ryzen 5000. Et bien sûr, on a une mise à jour de la gamme Zephyrus avec des écrans qui peuvent aller jusqu'au QHD et au 144 Hz. Donc là encore, il y a une petite montée en gamme sur les écrans gamers qui passent progressivement au QHD plutôt qu'être en général plus en 1080p. En plus avec des fréquences de rafraîchissement plus élevées. Et puis, chez Lenovo aussi, on rafraîchit sa gamme, voilà, le 16P avec un écran, là encore, un écran au-dessus du 1080, puisqu'on est en 2560 par 1600, avec une RTX, une webcam Full HD et un algo pour traiter le son en visio, voilà, avec directionnalité et tout ça. Là encore, c'est très 2020. Sinon, bon, si tu veux du léger, c'est le 13 XL, 1,2 kg, 1,2 cm d'épaisseur, donc et encore de 11e gène. Mais si on veut l'original, il y a le ThinkBook Plus Gen 2. Alors, comme son nom l'indique, c'est la deuxième itération de ce PC avec une liseuse géante collée dans le dos. Donc, on a un écran normal côté face, et puis on a un écran e-ink sur 68% de la surface côté pile. Moi, j'aime beaucoup le concept, je suis sûr de l'avoir déjà dit l'an dernier et de me répéter, et je suis sûr de t'avoir posé la question, est-ce que tu es séduit par l'idée, toi ? Et à chaque fois, je crois que je te dis non. Voilà, je comprends pas je comprends pas trop cet entêtement de vouloir absolument innover dans ce type de. En fait, on a l'impression qu'ils ont signé des contrats qui sont reportés d'année en année de commandes massives d'écrans e-ink et ils se forcent à vouloir les implémenter dans les appareils qu'ils proposent chaque année. Je sais pas si c'est possible, mais bon. Allez, on verra juste après qu'il y a des propositions qui sont plus intelligentes, je pense, en termes d'exploration technologique que de vouloir foutre des écrans e-ink partout. Mais juste avant, on va quand même terminer pour les PC avec une proposition peut-être, enfin moi j'ai l'impression pour le moins originale puisque je l'avais pas vu passer. Je sais pas si elle va être de nature à te convaincre, je suis vraiment pas sûr et je suis pas sûr qu'elle arrive à convaincre grand monde. Mais dis-nous quelle est cette proposition, Guillaume. C'est toujours la pandémie, la visio c'est devenu un enjeu crucial et c'est là qu'entre en scène le NextGo et NextGo c'est la marque. Alors c'est une marque dont personne n'a jamais entendu parler mais vous allez en voir pas mal parce que NextGo a racheté la marque Vaio à Sony. Donc en fait, Vaio vont sortir. Il y a des Vaio qui vont sortir. Mais là, je vais vous parler plutôt du Advita Admiror 2. Oui, le Admiror 2. Le laptop taillé sur mesure pour les influenceurs ou les narcissiques ou les influenceurs narcissiques. Il y a 3 webcams avec différentes focales et un cadre lumineux tout autour de l'écran. Voilà, pour flatter ton teint de pêche et ta peau parfaite ou ta peau parfaitement maquillée. En tout cas, l'Admiror 2, c'est fait pour streamer en mobilité ou pour s'admirorer. Un concept nouveau, donc je suis pas sûr de la pertinence, vu que les streamers et les vidéastes ont sans doute déjà des outils bien meilleurs que des webcams, fussent-elles triples, avec des machines bien plus sérieuses pour monter leurs clips. Bon, après tout, pourquoi pas, en tout cas, c'est effectivement un truc saut 2020. Et quand tu parles de stream, je pense qu'effectivement, tu as besoin d'un écran probablement un peu plus grand pour être vraiment à l'aise pour jongler entre tes différentes entrées. Mais bon, pourquoi pas. On va passer à une rubrique santé et il y a le pire et le meilleur. On va peut-être commencer par le pire, Guillaume. Mais oui, les petits micro-tunnels de news santé, accessibilité, mais enfin surtout santé. Alors j'ai mis ça dans santé, j'ai osé. Et Nawak aussi, quand j'ai même. Osé. Allez, disons-le. Avec Moflin, la petite boule de poils robotisée qui vous réconforte et chasse toutes les idées noires que tu as le droit d'avoir, vu la période de merde qui se prolonge et qui semble ne jamais avoir de fin. Pardon, je m'égare un petit peu. Donc, toujours est-il que Moflin ne fait rien, ne sert à rien, mais elle est cute. Elle fait des petits bruits. Mais même elle est pas cute. Elle imite à la perfection un cochon d'Angora amputé des 4 pattes. Alors là, je m'assure, je sais pas du tout un cochon d'Angora. J'en ai eu un, c'est pas du tout comme ça. Enfin. Ah mais c'est parce qu'il avait des pattes le tien. Si tu l'avais, imagine, tu lui amputes les pattes. C'est ça, non? C'est vrai. C'est un mix entre un cochon d'Angora et une limace. Effectivement, tu as raison. Oui, voilà. Bon, donc c'est bizarrement adorable ou adorablement bizarre. Enfin, je sais pas exactement. Enfin, en tout cas, ça s'appelle Moflin et je suppose que ça va pas avoir un énorme succès, mais bon. C'est écologiquement catastrophique. $400 sur Kickstarter. Et quand je voyais les images, je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai pas compris. C'est forcément mignon quelque part. Et j'ai lancé la vidéo pour mieux voir à quoi ça ressemble quand c'est animé. Mais ça bouge à peine cette merde en plus. Et ils disent que les émotions, il est capable d'émotions et qu'il apprend avec le temps.
Au secours, arrêtez de nous prendre pour des abrutis, s'il vous plaît. Parle-nous plutôt de quelque chose qui a une vraie proposition de valeur, Guillaume, en matière de santé. Clairement, c'est la montre de Quantum Operation qui serait capable de mesurer le taux de glucose dans le sang de manière non invasive. Donc si c'est et fiable. Et alors, si c'est fiable, hein, alors, si c'est fiable, justement, ce serait une révolution pour tous les diabétiques ou les pré-diabétiques du monde. Hein, et ils sont très nombreux. Il y a quand même 5% des Français et 10% des Américains, donc c'est une population énorme. Et la montre aurait un spectromètre qui détecterait le niveau de sucre dans le sang. Donc ça utilise la spectroscopie Raman, donc qui utilise la diffusion Raman. Raman, c'est le nom du gars, hein, tout simplement. Donc tu envoies un laser sur un échantillon en gros et tu regardes la lumière diffusée. Donc la fréquence de la lumière envoyée est décalée par le milieu. Bon, le milieu ici c'est le sang. Et donc en fonction de ça, tu t'imagines ce qu'il y a dedans, quoi. Alors, pour le moment, d'après les données fournies par le constructeur lui-même, hein, c'est pas aussi fiable qu'un appareil médical traditionnel. Donc pour le moment, si tu as besoin d'une mesure vraiment très précise, c'est pas encore au point. Si par contre un ordre d'idée te suffit, ça peut être très intéressant. Au passage, d'ailleurs, il semblerait aussi qu'il soit possible de détecter les signes avant-coureurs de Covid. Je sais pas si tu as vu ça, avec une Apple Watch. Oui, j'avais vu passer. Donc, je reste un peu dubitatif, mais pourquoi pas. C'est fou, hein, c'est un monitoring de la variabilité du rythme cardiaque. Donc, si on peut détecter la maladie, alors même que tu es asymptomatique ou présymptomatique, c'est clair que ce sera super intéressant. Ça pourrait booster le marché des smartwatches, ça, hein, c'est clair. Donc, voilà, 2 propositions intéressantes, hein, vraiment, en particulier pour le glucose, qui est, qui, disons, est pas encore totalement au point pour tout le monde, mais qui est en bonne voie, quoi. Ouais, c'est les échelles de temps de développement du matériel pour la santé et des outils tech qu'on a l'habitude d'utiliser à titre, on va dire récréatif, hein, au quotidien, sont quand même pas les mêmes et j'ai du mal à penser que ça puisse arriver rapidement. Mais tant mieux s'il y a des personnes qui bossent dessus, parce que j'ai moi-même des proches de mon entourage qui ont du diabète et honnêtement, c'est vraiment un enfer, quoi, quand tu vois ce que eux ils vivent. Alors bon, évidemment, ils prennent leur rythme comme c'est possible et ils vivent très bien, mais on sent que c'est vraiment une contrainte et j'ose même pas imaginer la révolution si plus tard t'as pas besoin des équipements actuels pour mesurer ton taux de sucre et que tu aies ça avec quelque chose qui ne soit pas invasif. Waouh. Allez, on va passer aussi pour terminer cette rubrique CIS à de l'actu tech autour du respect de l'environnement, de l'écologie, avec des propositions originales, curieuses et des bonnes idées toutes simples comme je les aime. On va commencer par un gros morceau, c'est quelque chose qu'on va installer peut-être demain tous, Guillaume, dans notre cuisine, entre le lave-vaisselle et le four à micro-ondes. Ouais, c'est un truc qui s'appelle Lasso, qui fait le tri sélectif à ta place. Donc, voir à la place du centre de tri, en fait, hein, puisque c'est ça, c'est une sorte de gros frigo avec comme trou. T'as une ouverture, quoi, dans laquelle tu mets ta bouteille, voilà, le truc voit ce que c'est, il le lave, il le compacte, le déchire, voilà, on fait des petits morceaux, et il le stocke jusqu'à la collecte par Lasso Loop Recycling. Et donc, Lasso Loop collecterait directement, finalement, des matériaux réutilisables. Avec le tri déjà fait, ça permet de zapper une étape qui est très coûteuse dans le tri. Alors pour le moment, il différencie que 7 matériaux, dont 2 plastiques et pas de carton. Donc c'est un petit peu limité. En plus, il est assez gros et il coûterait déjà dans les $3 500. Donc c'est vraiment très cher. En plus, il est pas prêt, hein, donc ce sera plutôt pour du 2023. Et alors, c'est trop cher sans subvention, en fait, hein. D'une manière ou d'une autre, il faudrait subventionner ça, en partie, par exemple, par les économies effectuées au niveau des centres de tri dont on n'aurait plus besoin. Donc le concept est pas idiot, mais il faut quand même repenser toute la chaîne, donc c'est encore loin dans toutes les cuisines, ça faut bien avouer. J'ai quand même envie de me dire que ce serait quand même mieux de développer ce genre de choses à une échelle plus grande pour une ville, une agglomération. Je suis pas sûr. Moi, je me dis, la production de ce type d'appareil en termes de R&D, de développement et l'impact en termes de production, de fabrication de ce truc, de maintenance, me paraît complètement dingue avant qu'on ait l'équivalent avec ce que t'arrives à trier dedans, quoi. Et voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'effectivement, ça paraît être une bonne idée comme ça, mais comme je suis pas expert et comme j'ai pas de données aucune, je peux pas le savoir, mais le fait est que, en général, si tu veux, mutualiser quelque chose, c'est toujours positif. Donc ça veut dire que mutualiser le tri dans une usine de tri, c'est peut-être mieux que d'avoir une multitude de petites usines de tri. Mais honnêtement, j'ai pas de données pour baquer ce genre de truc, hein, je sais pas trop. Bon. Si vous avez des ressources, n'hésitez pas à nous le dire. Je trouve ça intéressant de se poser la question, en tout cas, mais là, comme ça, à chaud, j'irai pas précommander le mien pour tout vous dire. En plus, effectivement, comme tu le dis, ça m'a l'air de toute façon très très cher. On continue notre revue avec une proposition qui pourrait bien révolutionner notre quotidien, parce qu'aujourd'hui, Guillaume, on est tous à recevoir des colis, et les colis, c'est quoi? C'est des boîtes en carton. Et demain, ça pourrait être quoi, Guillaume? C'est notre problème de notre époque, ça, hein, la prolifération des colis, hein, qui a été dépassée cette année que par celle des punaises de lit, je pense.
Donc les colis, c'est quoi? C'est du carton. C'est quoi cette histoire de punaise de lit? Ah mais il y a une prolifération de punaises punaises de lit, toi c'est terrifiant en ce moment. Mais qu'est-ce que Mais c'est si, ça? si, T'as tu ça vérifies. toi chez toi? Non, j'ai ça. Dieu merci, Dieu m'en garde. Mais bon, tu sais, c'est... Je vais aller regarder, je sens que ça va m'empêcher de Ouais, de non, dormir ne cette va nuit. pas voir. Bon, j'y vais pas. Je t'écoute plutôt. Ouais, Les colis. donc les colis, c'est du carton qu'on jette. Et pour empêcher ça, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas utiliser une boîte réutilisable? Donc, ce serait une boîte pliante en plastique dur, dotée d'une étiquette en e-paper, d'un GPS et même d'une caméra interne. Et ça s'appelle The Box. Et ces deux living packets, qui sont, comme tous ces noms ne l'indiquent pas, est une boîte française. Donc le principe est hyper simple, on déplie The Box, on met un truc dedans, de préférence un truc qui coule pas et qui sent pas trop mauvais, et puis on la livre au client qui la vide, la replie, en paquet plat donc, et la ramène dans un magasin proche de chez lui. Et c'est... Ou qu'il la met de côté pour le jour où il a un colis lui-même à envoyer ou parce que le produit qu'il a commandé ne lui plaît pas et qu'il veut le renvoyer, il le réutilise. Alors, il pourrait le réutiliser pour envoyer le même produit, par contre, après, c'est pas des trucs que tu achètes, donc à mon avis, c'est plutôt des consignes, tu vois. De toute façon, c'est comme justement, ça. si c'est consigné, ça voudrait dire que tu pourrais éventuellement le réutiliser, ça pourrait être réduit ton coût d'envoi d'un colis futur, peut-être. Peut-être, je sais pas. En tous les cas, pour l'instant, Boulanger va faire comme ça. Boulanger en région parisienne, donc, avec les clients qui sont d'accord, ils vont utiliser The Box, donc qui peut être suivi à distance, donc on peut voir ce qu'il y a dedans aussi, grâce à une appli. Cool. Et donc c'est un truc qui a une capacité de 32 litres. Et c'est vrai qu'honnêtement, une boîte colis réutilisable, je comprends pas pourquoi ça n'existe pas encore maintenant en fait. Ouais, je pense que le coût doit être pharaonique par rapport à du carton. Oui, par rapport au c'est coût ça, d'une c'est boîte ça. en C'est-à-dire carton. qu'il faudra quand même énormément d'envois avant de le rentabiliser. Mais bon. Ça dépend de la durabilité le jour de où la un boîte. Amazon dit on fait tous nos envois avec ce genre de truc, sans doute que ça changera l'industrie, mais avant il va falloir bosser dur. Et puis allez, c'est mon chouchou quand même de ta sélection CIS, Guillaume. La bonne idée pour laquelle on se dit mais pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait plus tôt? Oui, une innovation toute bête, la télécommande qui se recharge avec un capteur solaire. C'est idiot, c'est en 85, j'avais déjà une calculatrice qui fonctionne comme ça. Bah oui. Et pourtant, en 2021, j'ai aussi, tout comme tout le monde, une télécommande à pile. Donc, grâce à Samsung, ça pourrait changer. En 2021, toutes les télé Samsung seront équipées de télécommande solaire. Ah, c'est cool. Moi, je trouve ça très 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 bonne idée. C'est vraiment en plus le genre de truc qui a pas besoin de beaucoup d'énergie, quoi, de capter la pression sur les touches et d'envoyer ton signal radio. Ça peut tout à fait se gérer avec une recharge par solaire. Je me demandais malgré tout si là aussi les coûts en matière de production n'étaient pas trop importants pour des capteurs solaires, etc. Et puis surtout la durée de vie de la batterie, parce que on a déjà des problèmes d'obsolescence sur des produits, sur des télés. Si demain on a une obsolescence sur la batterie de ta télécommande, c'était peut-être le seul élément sur lequel je voyais peut-être une forme de réserve de ta part. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la batterie de la télécommande, il faut que ce soit bien fait, c'est-à-dire qu'il faut que déjà les télécommandes elles soient compatibles avec plusieurs télés. Ce serait le mieux, et effectivement, ce serait mieux aussi que la batterie soit interchangeable. Ce serait bon, la réparabilité plus que la philosophie du produit. Parfait, on enchaîne parce qu'on a une belle rubrique, un joli tunnel qui va tourner autour de Samsung. Il faut bien les mettre en lumière quand ils nous proposent des produits qui méritent un petit peu le détour. Et l'analyse, c'est assez emblématique, les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et Ultra qui ont été présentés. Mais juste avant de parler vraiment de ces appareils, de smartphones, de ce qui vous est si cher, un petit élément d'actualité toujours avec Samsung, parce que il y a du rififi à la direction de Samsung. Oui, le 14 juillet dernier, Samsung a déballé son nouveau flagship et remballé son sulfureux ex-futur CEO qui s'appelle Lee Jae-yong, qui sortait à peine de prison. Alors, je vais pas revenir en détail sur une affaire qui inclut pot de vin, secte chamanique chrétienne et destitution de l'ancienne présidente, mais disons que il est empêtré dans un scandale de corruption monumental pour s'assurer l'héritage. Il a été condamné en 2017 pour 5 ans. Bon, il en a fait qu'un. Il devait y avoir un autre procès en 2019, et le verdict de ce procès, c'est retour à la case prison pour 2 ans et demi. C'est peu opportun pour Samsung, dans le contexte difficile et compétitif où on est là, donc d'ailleurs son action a baissé de 3,4%. Bon, c'est un scandale qui dure depuis 4 ans. Alors, heureusement, ça ne les empêche pas de sortir, heureusement, de nouveaux produits. Et puis, c'est une boîte qui a une telle inertie dans des domaines tellement variés que je pense que les impacts sur ce genre d'activité de groupe aussi énorme sont pas finalement si grands que ça pour les produits, mais c'est toujours embêtant, évidemment, pour le long terme et puis pour la direction de l'entreprise. Mais alors oui, effectivement, ça les a pas empêchés de nous lancer des nouveaux produits plutôt sympas en plus. Oui, le Galaxy S21, alors pour mettre toutes les chances de leur côté, en tout cas auprès des amateurs de K-pop, Samsung s'est allié à BTS et à Linalchi, donc des groupes dont je le confesse, je connais pas bien le répertoire, pour promouvoir son nouveau téléphone. Alors ça doit marcher, puisque le S20 Plus l'an dernier déjà avait une édition spéciale BTS,
Et des S21, il y en a donc 3. Donc il y a le S21, le S21 Plus, le S21 Ultra. De bien beaux téléphones, ma foi, avec des écrans AMOLED totalement borderless, un petit trou en haut, qui sont Full HD+, et 120 Hz adaptatifs. Et bon, évidemment, le cœur, c'est de l'Exynos 2100 gravé en 5 nanomètres, donc c'est la toute dernière génération de process Samsung avec 8 Go de RAM. Et le 2500, en fait, il ressemble au Snapdragon 888, c'est-à-dire qu'il y a 8 cœurs, mais cette fois en 3 clusters. Donc tu as un cluster où il n'y a qu'un seul cœur, mais un cœur X1 qui est très puissant, 2,9 GHz. Après, il y a 3 cœurs puissants en A78 à 2,8 GHz, et encore 4 cœurs basse conso A55 à 2,2 GHz. Bon, voilà, avec tout ça, il est pareil pour toutes les, on va dire, toutes les situations, quoi. Et donc le GPU est en Malice G78, donc on a une puce 5G, bien sûr, qui fait aussi les ondes millimétriques. Côté photo, on a un triple capteur avec zoom grand angle, donc pour le S21 S21+. Le Ultra, lui, il est beaucoup plus gâté avec un capteur de 108 mégapixels qui fait de la vidéo 8K, un grand angle et 2 téléobjectifs x3 et x10, et ainsi qu'un capteur 3D. Voilà, donc évidemment, ça se voit très bien sur... un petit peu une tête d'araignée. Ça fait un truc énorme. Surtout sur la version exactement, grise. Il a des yeux d'araignée, une tête d'araignée, c'est exactement ça. Donc tout combiné, on peut quand même avoir un zoom x100, des vidéos 4K en 60 Hz. L'ensemble peut s'utiliser avec un S Pen d'ailleurs, si vous êtes plus Galaxy Note. Bon, Samsung a aussi présenté des Buds Pro à $200, donc voilà, les Buds Pro, donc ces fameux... ce sont casques donc sans fil, complètement sans fil, avec une qualité audio top niveau, une excellente annulation de bruit active, la détection des appels, donc la détection de la voix, la possibilité de conserver les sons ambiants d'ailleurs, et une résistance à l'eau, voilà. Il y a même une réponse au spatial audio d'Apple. D'ailleurs, Samsung sort aussi des smart tags, qui sont comme les Apple Tile en fait, un petit machin Bluetooth qui permet de retrouver ses clés, ou son chat. On imagine, parce qu'ils sont pas sortis les Apple Tile. Ouais, voilà, effectivement, mais bon, voilà, on imagine que ce sera un truc pour retrouver ses clés, son chat, son enfant, je sais pas. Surtout son chat. Surtout son chat, ou son chien, quand il est perdu au milieu de peluches qui lui ressemblent énormément, voilà, comme dans la merveilleuse vidéo de promotion. Et comme Apple, Samsung va désormais ne plus inclure ni chargeur ni écouteur dans les boîtes de ses téléphones. C'est un peu fatigant, cette manie de faire comme Apple, des fois. Et surtout après s'en être moqué. Sur les rafraîchissements adaptatifs, moi je trouve ça assez cool finalement parce que je fais partie de ces gens qui sont semi-convaincus. Je sais que tu ne l'es pas du tout sur les grandes fréquences d'écran. Je le suis à moitié parce que j'ai un écran d'iPad Pro d'il y a quelques années qui a une fréquence de rafraîchissement importante. Et une fois qu'on y a goûté, c'est quand même appréciable. Le fait que ce soit adaptatif fait que du coup il économise un petit peu son travail. J'aime bien le design de ces Samsung Galaxy S21, ou plutôt au-delà du design, l'esthétique de l'appareil avec le dos mat là qui prend pas les traces de doigts. Moi j'apprécie particulièrement, je me dis c'est peut-être bien la première fois que j'apprécie particulièrement l'esthétique de smartphones Samsung qui sont quand même en règle générale des beaux produits. Le S Pen laisse quand même une question en suspens, c'est est-ce que la gamme Note va disparaître? Moi je miserais sur oui, parce qu'il y a la gamme Fold qui pourrait être cette étape supplémentaire et donc au lieu d'avoir les Samsung Galaxy S et les Samsung Galaxy Note, il y aurait les Samsung Galaxy S qui auraient éventuellement ce S Pen qui est long d'ailleurs désormais à partir de cette gamme de produits, et en face le Fold si jamais tu veux une expérience qui soit fondamentalement différente. C'est une approche intéressante et surtout le prix des appareils est quand même un poil moins cher que ceux de l'an dernier. Ça c'est une petite évolution quand même, Guillaume. Il y a que oui, c'est un point notable où Samsung fait pas comme Apple, c'est le prix, ouais, il fait parce qu'incroyablement, après 10 ans de hausse continue, le S21 est moins cher que ne le fut le S20 à sa sortie, donc entre 800 et 1200 euros contre 1000 à 1400 euros l'an dernier. Et là, alors, attention, faut comparer à stockage équivalent, si je dis pas de bêtises, ça fait des différences de 50 euros parfois, mais c'est indéniablement moins cher. Oui, je suis quand même content, Alors, je suis content, mais c'est quand même juste une obligation économique, puisque le S20 ne s'est pas vendu autant qu'espéré. Il faut bien rendre l'appareil plus attractif, et puis tout le monde n'a pas un SMIC et demi à mettre dans un nouveau téléphone. 800 euros, ça reste cher, mais ça reste mieux que 1000. Ouais. Bon, Samsung a aussi présenté une nouvelle petite fonction d'ailleurs, comme la possibilité d'enlever les gens sur des photos. Tellement génial. Un petit peu comme avec les outils d'Adobe, on pourrait directement sur le device, ça n'a pas besoin de cloud apparemment, faire ce genre de retouche quand même très avancé. Alors c'est génial, surtout si vous êtes en train de divorcer. Donc Samsung fait aussi un partenariat avec BMW, Ford, Audi et Genesis. Bon, je connais pas Genesis, mais en tous les cas, tout ça c'est pour que ton téléphone devienne tes clés de bagnole. Donc c'est un système de clés digitales, de clés numériques, qui est d'ailleurs transmissible entre smartphones, donc tu peux passer tes clés à quelqu'un, et qui permettrait de déverrouiller les voitures à distance. Alors comment ? Par UWB ou par NFC,
Bon, le UWB serait préférable puisque ça permettrait d'ouvrir la voiture quand tu arrives à proximité d'elle, alors que le NFC, tu faudrait coller le téléphone. Bon, pour l'instant, c'est pas précisé. Ça arriverait dans le mois d'août, apparemment, et ça marcherait même aussi un jour sur les iPhones. Ouais, bah ça c'est la même. Sauf erreur, cette fonctionnalité a été présentée déjà avec des voitures compatibles avec les iPhones, si je dis pas de bêtises. Oui, mais ce serait peut-être interopérable, je sais pas. Enfin, j'ai pas d'accord, compris, ce serait ça qui. D'accord, ok. Écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ces foutus dispositifs soient interopérables. Aujourd'hui, on a bien de l'Apple Car, du Google Car et les interfaces là qui sont systématiquement présentes l'une à côté de l'autre. Et les constructeurs ont bien compris à quel point c'était important de ne pas enfermer dans un écosystème sur ce genre de choses. T'imagines, t'achètes une voiture au prix où ça coûte et t'es enfermé pour toujours sur du iOS ou du Android, au secours. Un mag pas si safe, Guillaume, on va revenir sur le MagSafe qui a été présenté en même temps que les derniers iPhones par Apple. Pendant qu'on parle de Samsung, parlons un petit peu d'Apple, et notamment ces systèmes de recharge aimantés qui dessinent un avenir qui moi me fait peur, où il y aurait vraiment aucun port sur les smartphones. Oui, même moi j'en ai peur, mais surtout il y aurait des problèmes en parlant de santé qui n'auraient pas été bien identifiés et bien mesurés en amont de la sortie de cette fonctionnalité, Guillaume. Bon oui, on peut profiter de faire un petit tunnel de news Apple. Attention, si vous avez un pacemaker, donc certains sont sensibles aux forts champs magnétiques. Et il y a des toubibs qui ont remarqué que les aimants du MagSafe de l'iPhone 12 pouvaient désactiver un pacemaker si on le pose dessus. Alors c'est sans doute pas spécifique à l'iPhone en fait, hein, mais attention tout de même. Bon, c'est... Alors, on peut continuer avec Apple, avec Bloomberg, qui affirme qu'Apple sera en train de fabriquer des prototypes d'iPhone avec écran pliant. Donc c'est en test, aucun modèle est pour l'instant prévu officiellement, ni même en interne d'ailleurs, mais Apple travaille à rendre la pliure quasi invisible. Donc en gros, il apprend de ses concurrents, il est en train d'essayer de voir. Bon, on imagine que c'est bien le cas, effectivement, qu'ils aient des prototypes sur le sujet. Après, de là à dire que en 2021, on aurait un iPhone pliant, je pense qu'il faut pas rêver. Certainement pas. D'ailleurs, on sait que ce sera pas le cas. Donc, Apple continue à faire des recherches dans plein de directions, hein. On a aussi appris qu'il a failli acheter, en tout cas, investir lourdement dans Canoo. Canoo, c'est une start-up de voitures électriques qui a une particularité, c'est qu'elle base tous ses modèles sur une sorte de gros skateboard électrique. Donc c'est très modulaire en fait, c'est-à-dire que le skateboard intègre énormément de choses, donc moteur, batterie, une grande partie d'électronique, ce qui permet d'avoir une grande liberté pour designer l'habitacle et ce qu'il y a dessus, quoi. Bon, c'est tombé à l'eau pour le moment, mais bon, tous les indices quand même convergent vers une voiture Apple à un moment donné, dans cette décennie, voilà. Non, je me mouillerai pas plus que dans cette décennie, je vais pas déconner. Et bon, enfin, Apple a déposé un brevet pour un appareil qu'on porte sur la tête et qui peut automatiquement déverrouiller l'appareil que vous regardez, en gros. Alors, c'est un brevet qui fait évidemment penser que des smart glass Apple sont de moins en moins loin. Mais bon, contrairement à Esquire, donc sur lequel j'ai vu cette news, je me risquerais pas à dire qu'elles arriveront cette année, néanmoins. Non, faut pas rêver, clairement. Bon, ça c'est des manières d'attirer un petit peu d'internautes sur ton site web quand tu affirmes ce genre de choses. Un petit mot aussi pour dire que les infos autour du Samsung Galaxy S21, 21 Plus, etc., la nouvelle gamme, moi j'ai particulièrement apprécié les vidéos de Brandon le Proctor sur YouTube, qui fait des vidéos, alors autour de la tech, ça va forcément vous parler, vous connaissez déjà évidemment ce personnage, mais juste une mention pour dire que si jamais vous voulez voir en vidéo en quelques minutes ces produits, je trouve que les vidéos qu'il fait sont hyper bien faites et surtout très pédagogiques autour des fonctionnalités. Allez jeter un coup d'œil. Un dernier mot, je voudrais quand même t'entendre réagir sur un truc qui moi m'interpelle depuis quelques heures en fait. C'est ces zooms x100 qu'on avait déjà vu arriver l'an dernier, qui sont des prouesses optiques très intéressantes et pas que optiques d'ailleurs, hein, mais informatiques aussi, parce qu'il y a beaucoup de traitements logiciels là-dessus. Donc ça te permet de faire jumelles, c'est parfait j'imagine pour les voyeurs. Je suis juste un peu interpellé sur le fait qu'on continue à développer ce type de techno qui, objectivement, n'est absolument pas utilisé dans le quotidien. Est-ce que tu penses pas que ça fait partie de ce genre d'innovation qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu de côté tant qu'on n'a pas été convaincu par des usages? Un zoom x100 sur un smartphone, Guillaume? Un zoom x100 sur un smartphone, écoute, je sais pas, il y a peut-être une clientèle de voyeurs finalement je suis pas sûr. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu gadget. Après, ça muscle aussi la fiche technique du téléphone. Voilà, ça pète. C'est impressionnant sur les réseaux sociaux. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément utile tous les jours, hein, mais bon, voilà, ça fait bien quand même. Ça fait des tweets qui sont très retweetés. Donc après tout, ça fait son effet. On va parler de jeux vidéo avec les consoles qui... Guillaume, les consoles qu'on aime tant,
Elles vont tuer la planète, enfin. Oui, elles aussi, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui vont tuer la planète, et les consoles aussi, bien entendu. Alors les consoles peuvent tuer la planète pour plein de raisons, ne serait-ce que parce qu'il faut les fabriquer, les transporter, les jeux aussi, et que voilà, évidemment tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie, et justement, il est question d'énergie. Je me souviens en avoir déjà parlé il y a longtemps, pour la PlayStation 4, je suis à peu près persuadé d'avoir déjà évoqué le fait que la PlayStation 4... Et pour les Mac aussi, tu en avais parlé. Pour les quoi ? Il me semble. Pour les Mac. Ah, c'est possible aussi, c'est tout à fait possible. En tous les cas, en rest mode, donc ce qu'on appelle mode repos, la PlayStation 4 utilise à peu près 10 watts de puissance, alors que si tu l'éteins, elle consomme pratiquement rien, 0,3 watts. Et donc j'avais déjà dit, voilà, je sais bien que oui, c'est pratique de pouvoir rattraper le cours de son jeu où on était, ou ne pas attendre. Je sais pas, 15 secondes, 20 secondes peut-être, le boot de la PlayStation, mais ça consomme de l'énergie tout le temps, à tel point d'ailleurs que ça devient un vrai gros souci. Alors évidemment, cette fonction n'a pas disparu, au contraire, elle est devenue cardinale même dans les consoles nouvelle génération, et il semblerait que la Xbox Series X consomme quand même... Alors, elle consommait 25 watts, maintenant elle consomme 13 watts quand même, lorsqu'elle est dans ce même type d'état, c'est-à-dire l'état de veille où vous pouvez... Ah, donc moins qu'avant, c'est ça que tu veux dire ? Non, mais elle consomme moins qu'avant, elle consomme moins qu'au début, parce qu'apparemment il y a une mise à jour qui permet de réduire la consommation. Mais 13 watts, c'est toujours beaucoup trop. En fait, c'est toujours tellement trop que si on donne, si tu veux, des hypothèses assez, disons... crédible sur le nombre de Xbox Series X qui peuvent être vendus. Raisonnons à grande échelle. Voilà, jusqu'en 2025, rien que cette caractéristique-là, de rester en veille à 13 watts, ça peut consommer 4 milliards de kilowattheures d'ici à 2025, ce qui représente 3 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 5 ans. Alors évidemment, ça c'est pas forcément énorme comparé au trafic routier ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de consommer autant d'énergie, je veux dire, pour juste avoir accès à son jeu là où on en était, tu vois, pour avoir ce confort. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de consommer autant d'énergie pour économiser, je sais pas, 15 secondes de boot ? Bon, moi, surtout qu'on va avoir des SSD super rapides et tout. Il faut voir aussi que si toutes les consoles, j'ai vu aussi passer des estimations qui disaient que si on laisse les consoles en veille, 40% de l'électricité qu'elles consomment est consommée pendant qu'on n'y joue pas. Donc c'est quand même terrible. Donc c'est un appel que j'avais déjà lancé il y a bien longtemps avec la PlayStation 4 et pour la Xbox One pareil, bien sûr. Et là c'est pareil, que ce soit pour les consoles ou pour n'importe quel truc, éteignez-les, s'il vous plaît. Pensez à ne pas tout laisser en veille, sauf les trucs évidemment les plus importants où il y a une vraie raison. Mais une console de jeux vidéo, je pense qu'on peut attendre 20 secondes de boot, quoi. Ouais, c'est sûr. Il y a l'argument aussi des mises à jour, mais ça, sauf erreur, c'est pas forcément lié à cette fonctionnalité. Les Xbox notamment sont capables, mais j'imagine que les PlayStation, c'est la même chose, sont capables de se réveiller tous les jours pour se mettre à jour au cas où il y a une mise à jour, c'est ça ? Et pas attendre que tu veuilles jouer. Oui, de toute façon, elles peuvent se mettre à jour même en tâche de fond, et puis c'est tout. Enfin, on s'en fout, mais ça change rien, je pense. Ouais, ok. Bon, on va faire un effort, Guillaume, c'est promis. On va parler un petit peu de jeux aussi dans cette rubrique jeux vidéo, forcément. Un nouveau jeu, Indiana Jones ? Oula. Et oui, c'est Bethesda qui a publié donc en fait un tout petit teaser de 30 secondes où on voit rien, c'est juste une petite vidéo où on voit donc je sais pas, c'est une table avec, je sais pas si tu l'as vu, c'est une table avec les trucs d'Indiana Jones. Voilà. Non, je l'ai pas vu. C'est avec évidemment les items d'Indiana Jones, le chapeau, le truc et tout. Donc ça veut juste dire que oui, ça y est, un nouveau jeu Indiana Jones va sortir. C'est l'équipe de Wolfenstein New Order qui va s'en occuper. Et ça on ne sait pas exactement ce que ça sera. Et pour l'instant, on n'a aucune information, mais ça fait très longtemps qu'on attend ça, enfin en tout cas ceux qui aiment bien la licence. Et d'ailleurs, dans les nouveautés, et autour un petit peu Lucasfilm, de ces trucs-là, apparemment Disney va donc ressusciter Lucasfilm pour les jeux Lucasfilm, ce sera juste la marque pour les jeux vidéo de ces licences, globalement. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec le Lucasfilm de l'époque, il n'y aura personne de Lucasfilm là-dedans, mais en tout cas, Lucasfilm va revenir. La marque va revenir, et en plus, pour finir, Ubisoft va lui aussi faire des jeux Star Wars. Alors il faut savoir que Star Wars, c'était donc réservé à Electronic Arts jusqu'à présent, et là Ubisoft va aussi faire des jeux Star Wars, ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être avoir des jeux à la The Division,
ou à la Assassin's Creed, mais dans l'univers Star Wars. Donc voilà, c'est Assassin's Creed Tatooine, pourquoi pas un jour. Ce serait merveilleux. Ouais. On signe. Guillaume, merci beaucoup pour la préparation de cet épisode de Tech Café. Il est grand temps que tu rappelles aux internautes où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te joindre à titre perso. Vous me verrez pas, parce que je serai dans ma voiture super noire, dans la nuit, complètement Tu invisible. seras toi-même peint de peinture noire. Ah mais tu prends cette voiture, t'imagines une voiture complètement peinte en noir comme ça, tu coupes les phares, c'est bon, dans la nuit, personne te voit, c'est impressionnant. Super ninja. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur Twitter, sur Instagram. Je vous invite évidemment, comme je vous l'ai dit en intro, à venir nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé, à venir discuter sur Discord et nous suivre sur Instagram, mais aussi à vous abonner à Paracult, qui va faire très prochainement sa rentrée, c'est promis, et aussi à Relife, un podcast que je co-anime avec mon copain Prof Web. On a fait un épisode là de début d'année sur nos projets 2021, toujours un rendez-vous hyper agréable, les enregistrements avec Matt, et je crois que vous appréciez aussi, si vous écoutez Relife, ce podcast. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.